Madame, Monsieur, bonsoir. Le thème de notre émission ce soir est le mobile money ou le mobile banking, bien que cette notion de banking soit ou ait été la chasse gardée du système bancaire, jusqu'en octobre dernier, où un opérateur de la place lance son service de mobile money. Au Maroc, le taux de bancarisation couvre un peu plus de la moitié de la population, soit 56% selon les derniers chiffres de la Banque centrale, Banque El Maghreb. Mais l'inclusion financière signifie-t-elle intrinsèquement bancarisation ? Dans une économie érodée par l'informel, l'inclusion financière devrait en principe roder le cash flow en diminuant considérablement le volume d'argent liquide dans le circuit de la partie occulte de notre économie. Le mobile money, contrairement à certaines idées reçues, s'étale aux transactions commerciales entre petits et gros commerçants. Du coup, des pays notamment anglophones de notre continent ont saisi cette énorme opportunité et aujourd'hui, la région d'Afrique subsaharienne est à l'origine de près de la moitié de l'activité de mobile money dans le monde, en valeur comptée pas moins de 27 milliards de dollars, soit le PIB de l'Ouganda. Ce chiffre exclut les solutions exploitées par les banques. Et pourtant, ces dernières n'ont pas vraiment émis de doléances quant à l'impact du mobile banking sur leurs activités commerciales. Au Maroc, le Digital Act a donc clairement du retard à rattraper, mais depuis que les télécoms sont dans le jeu, peut-on espérer une accélération digitale optimale ? Nous allons répondre à cette question et à bien d'autres relatives au mobile money dans notre émission aujourd'hui en compagnie des invités qui ont accepté l'invitation d'Eco-Débat. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Selwa Karkri Belksis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous à nouveau sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, l'APEBI. Bienvenue à nouveau. Khalid Ziani, bonsoir. Bonsoir. Pas la première fois que vous passez avec nous. Je rappelle également que vous êtes expert en IT et télécom. Bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Merci. Alors, ma première question, honneur aux dames, mais bon, ça fait que c'est une coïncidence. Je voudrais revenir sur une de vos déclarations. C'était lors d'une conférence sur l'inclusion financière, un peu plus tôt pendant le mois de novembre. Vous avez déclaré, je cite, « Il convient plus que jamais de commencer à réfléchir aujourd'hui à un nouveau modèle de développement qui soit capable de réduire les inégalités et les disparités entre les Marocains. À ce titre, l'inclusion financière à travers le digital représente une solution exemplaire. » Comment, Selwa Karkri Belksis ? Alors justement, au niveau de l'APEBI, nous avons été pionniers parce que nous avons lancé la première conférence sur le mobile payment au Maroc il y a 3 ans. Donc nous avons déjà tenu trois conférences avec justement des invités africains, puisque justement c'est dans cette région du monde qu'il y a le plus d'utilisateurs de mobile payment. Ils représentent à peu près 46%. Et au Maroc, en fait, le lancement de mobile payment, le projet a été initié exactement fin 2016 par la Banque mondiale et par l'ANRT. Et c'est dans le cadre d'une stratégie d'inclusion financière globale, qui est d'ailleurs soutenue par la Banque mondiale financièrement de plus de 6 milliards de dirhams. Les Marocains sont, vous avez tout à l'heure donné un chiffre, mais d'après en fait, la Banque mondiale, ils sont à 2/3 non bancarisés. 2/3 non bancarisés. Donc on parle de 75% contre les 56% déclarés par la Banque centrale marocaine. Donc il y a au niveau des normes de la Banque mondiale, on dit qu'en fait 2/3 des Marocains ne sont pas bancarisés. Et c'est qui ces 2/3 ? Ce sont surtout les femmes, bien sûr, qui ne travaillent pas, ce sont les jeunes, ce sont les artisans, les petits commerçants, etc. Et donc tout ce monde-là se trouve en fait exclu du système financier classique, alors qu'il a besoin justement d'effectuer des transactions journalières, etc. Donc le mobile payment, c'est une des solutions. C'est une solution qui va permettre aux ruraux aussi, parce que les ruraux ils sont les plus concernés exactement, d'être inclus dans ce nouveau modèle économique. Très bien. Alors, vous avez cité les normes de la Banque mondiale en ce qui concerne l'inclusion financière et la bancarisation tout court. Khalid Ziani, est-ce que quand on parle de bancarisation et d'inclusion financière, est-ce que la notion est la même ou est-elle différente ? Si elle est différente, comment ? L'inclusion financière signifie, comme son nom l'indique, l'inclusion de toutes les catégories de population dans un système. Malheureusement, le système bancaire, compte tenu de la réglementation qui le régit et des coûts inhérents à ces activités, intrinsèquement, ne peut pas couvrir l'ensemble de cette population. C'est quasi impossible.
Donc, il est certain qu'on ne peut pas faire de l'inclusion financière en ne recourant qu'au système bancaire. C'est quasi impossible. Les banques doivent respecter certaines normes de sécurité, certaines normes d'ouverture d'agence, et elles ont des structures de coûts qui font qu'ils ne pourraient pas proposer des services à des populations qui ne peuvent pas payer ces services. Et c'est là où le mobile payment va intervenir. Et effectivement, ce qui a été fait, c'est que dans les activités bancaires, on a séparé les activités de paiement, de transactions monétiques, que les banques d'ailleurs mettaient en place en recourant à des softs de monétique, ceux qui gèrent les guichets automatiques des banques, qui gèrent la carte bancaire, qui gèrent les TPE des commerçants. Tout ça, ce sont des softwares de monétique. Donc, ces softwares de monétique et ces instruments de paiement peuvent être séparés de l'activité bancaire qui, dans son rôle intrinsèque, c'est la gestion du risque et les crédits. Les crédits, financer finalement l'économie. Voilà, donc en séparant ces deux métiers de la banque, on peut faire émerger d'autres acteurs sur la partie paiement et transactions qui, eux, vont pouvoir diffuser leurs solutions et couvrir l'ensemble de la population. Donc l'inclusion financière peut se passer de la bancarisation. Parfaitement. Oui, tout à fait. Oui. Parfaitement. Oui, et ça permet, en fait, c'est pas, en étant membre du Conseil de la concurrence, je dirais que ça permet d'ouvrir en fait la concurrence de paiement à autres unités que les banques. C'est important. Donc on voit apparaître des organismes de paiement qui ne sont pas du tout bancaires. Et jusqu'à maintenant, de toute façon, nous avons, je pense, un peu plus de 10 organismes qui ont eu l'agrément, dans une partie qui est la banque. Et c'est très bien pour la santé financière, et c'est bien pour la concurrence, et c'est très bien pour le citoyen marocain. Est-ce que vous pensez que ça va peut-être pousser les banques à adopter des tarifs moindres que ceux qu'elles adoptent aujourd'hui par rapport justement à ces transactions financières, en parlant de compétitivité, bien sûr? Ils sont obligés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle de paiement s'adresse à une frange de population qui a des revenus très très limités, même moins que le SMIC. Et on s'adresse aussi à des jeunes qui n'ont pas de rentrée, qui n'ont pas de salaire. Donc forcément, et c'est ça qui a peut-être pris un peu le temps justement. Ce sont ces négociations, parce que technologiquement au Maroc on est prêt. On va parler pourquoi ça n'a pas encore vraiment décollé. Mais parmi justement les problèmes qui se posent, c'est cette négociation des commissions interbancaires et des commissions avec les organismes de paiement qui doivent être très très bas, à un coût très très réduit, pour que justement on ait une massification d'utilisation de ce moyen de paiement. Et ce moyen de paiement qui coûte bien sûr beaucoup moins cher pour un opérateur télécom non, bien sûr, in fine, le citoyen est gagnant à travers le mobile money, mais le coût, en termes de coût, cette transaction coûte beaucoup plus cher à la banque qu'à l'opérateur. Oui, parce que l'opérateur n'a pas les mêmes structures, ce n'est pas les mêmes structures financières. Et d'ailleurs, en ce moment même, je pense qu'il y a quand même des discussions autour de ça par les banques, le GPBM, la Banque du Maroc et les opérateurs télécoms, parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde se mette d'accord. Parce que vous savez, peut-être par rapport aux auditeurs, il faut expliquer un peu par rapport au mobile payment qu'on appelle maintenant le M-Wallet. C'est un moyen de paiement d'abord entre deux personnes, transfert d'argent entre deux personnes. C'est également un moyen de paiement entre une personne et entre le commerçant. C'est un moyen aussi de cash in et de cash out. Donc on peut déposer de l'argent sur son mobile et on peut retirer de l'argent sur son mobile. Donc c'est énormément en fait de transactions et qui doivent se passer en temps réel. Et la particularité justement de notre projet marocain par rapport aux autres pays africains, c'est que dès le départ, on a lancé ce projet avec une interopérabilité complète. C'est-à-dire que peu importe où est-ce qu'il y a le compte bancaire ou sur le téléphone, tout doit être fait en temps réel à la fin de la journée, enfin tous les jours. Et donc
tout le monde doit être d'accord sur justement tous ces taux de commission entre les différents intervenants. Il y a énormément d'intervenants dans ce modèle-là par rapport au modèle bancaire classique. Alors, l'interopérabilité, c'est un point que nous allons bien sûr développer plus tard, mais justement, juste pour rester sur cette notion d'abord de mobile money, Khalid Ziani, à qui s'adresse ce mobile money? Et juste avant le début de cette émission, on parlait de seuils. Vous avez évoqué 3 seuils, justement, de ces transactions. Si vous pouvez les développer pour nos téléspectateurs, pour qu'on comprenne un peu mieux comment ça marche. Est-ce qu'on est obligé de disposer d'un compte? Qu'est-ce qu'un wallet, finalement, ou qu'on peut appeler porte-monnaie en français, si on devait traduire littéralement? Comment tout cela se passe? Et spécialement, cette question de seuil. Alors, le régulateur marocain, qui est en fait composé de 2 régulateurs, la Banque El Maghreb et la NRT, se sont accordés pour définir les conditions de création de ce portefeuille électronique ou M-Wallet, comme on peut l'appeler comme on veut, c'est le compte sur le téléphone. Et ils ont défini 3 seuils. Ces seuils-là correspondent à des réglementations basées sur la notion de connaissance des données du client. Alors, le premier seuil est un seuil à 200 dirhams. Ce premier seuil, il suffit de décliner son numéro de téléphone et d'installer son M-Wallet. Le deuxième seuil est un seuil à 5000 dirhams. 5000 dirhams, c'est le plafond que doit détenir le M-Wallet, plafond en termes de solde. Le deuxième seuil, on exige la carte d'identité nationale ou le passeport si c'est une personne étrangère. Et le troisième seuil, on exige à la fois la carte d'identité nationale ou le passeport et un justificatif de domicile. Pourquoi ces 3 niveaux de demande d'informations sur le client? C'est ce qu'on appelle les KYC, les Know Your Customer. Ou mieux connaître son client. Mieux connaître son client, qui sont une obligation réglementaire. Donc, les télécoms ont déjà été soumis à des réglementations, par exemple, d'impossibilité de délivrer des puces anonymes. C'est-à-dire qu'elles doivent identifier le client qui détient une puce de téléphone. Donc, on peut considérer que tout numéro de téléphone au Maroc correspond à une personne qui est déclarée et la responsabilité de la détention de ces informations incombe aux opérateurs télécoms, qui est très important. Donc, le fait de télécharger son M-Wallet et de l'installer avec un seuil de 200 dirhams, vous n'avez qu'à aller sur Google Play ou Apple Store et le télécharger et vous avez immédiatement votre compte. Oui, mais par rapport à l'autre seuil de 5000 dirhams, étant donné que le numéro est automatiquement affilié à une seule et unique personne, pourquoi il faut également ajouter, encore une fois, une pièce d'identité? C'est une sûreté complémentaire. Pourquoi? Parce que d'abord, les sommes en jeu sont un peu plus importantes. Oui. Et pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent, il y a des règles qui sont imposées d'ailleurs au système bancaire, qui font qu'il faut décliner son identité, si possible 2 fois, ou même 3 fois, mais ce sont des sécurités supplémentaires. Oui. Alors, l'enjeu de Know Your Customer, KYC, qui est très répandu, n'est-ce pas, quand on parle de mobile money, comment s'assurer justement de la qualité de ces KYC, c'est tout le système de sécurité qui a été mis en place. C'est quand même un projet qui a pris quelques mois pour la mise en place, avec un switch national dont on est justement fiers, parce que tout a été développé localement, mais il y a tous les systèmes de sécurité autour. Donc, c'est vraiment autant sécurisé qu'une carte bancaire ou autre. Donc, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas vraiment de problème. Et ce dont il a parlé notre ami, justement, c'est par rapport aussi au blanchissement d'argent. Parce qu'à partir de 5000 dirhams, je veux dire, les sommes commencent à être importantes. Et donc, il fallait en fait s'assurer de toute la sécurité. Et encore, ça n'a pas encore, je dirais, bien démarré, parce qu'il y a encore, en ce moment même, techniquement, il y a encore des tests d'interopérabilité entre les différents. C'est pas encore la Banque mondiale, la Banque du Maroc a bien annoncé que c'est pas encore finalisé. Il y a encore des tests de sécurité qui sont en cours. Alors, ces tests de sécurité, est-ce que cela a à voir justement avec ces KYC, Khalid Ziani? Si oui, quels sont-ils? Pourquoi
Est-ce qu'il n'y a pas un modèle prédéfini peut-être qu'on aurait pu adopter et ça nous aurait fait gagner du temps? Non, ce sont d'abord les tests de sécurité sont des normes internationales. Très bien. La lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent sale, ce sont des normes définies à l'échelle internationale puisque les paiements se font à l'échelle internationale. Et donc la façon les algorithmes qui déterminent est-ce que c'est une transaction frauduleuse ou est-ce que c'est une opération de blanchiment d'argent sale et autres sont définis à l'échelle internationale. Donc ceux-là, on est obligé de les respecter. Donc les établissements de paiement qui ont lancé des solutions de mobile money doivent appliquer ces règles et ces algorithmes quotidiennement et vérifier et transmettre aux régulateurs les cas de fraude. L'autre partie, c'est est-ce que le seuil, pourquoi à tel seuil on demande la carte d'identité nationale, à un autre seuil on demande le justificatif de domicile? C'est parce que les informations qui sont prises chez l'opérateur télécom lors de la souscription de la puce peuvent être manquées de précision. Donc le législateur a souhaité affirmer cette précision. Quand vous déclinez votre carte d'identité nationale, vous déclinez votre identité. Et il est certain que ça va évoluer avec les technologies liées à la pièce d'identité. Par exemple, au Maroc, nous allons avoir une nouvelle carte d'identité qui va pouvoir décliner ses propriétés d'identité sur le téléphone. Et à ce moment-là, on n'aura même pas à décliner sa CIN, puisqu'elle sera électroniquement déclinée. Donc sur la nouvelle carte d'identité, c'est prévu. Mais quand on voit ou quand on regarde un peu comment cela se passe ailleurs, et notamment en Afrique, la plupart des transactions de mobile money, bien sûr le Maroc est largement mieux structuré que beaucoup d'autres pays où le mobile money est très répandu, on remarque qu'ils n'ont même pas besoin de smartphone, parce que finalement une transaction de mobile money n'a pas besoin de smartphone, on peut l'utiliser avec un simple téléphone portable. Oui, vous avez tout à fait raison. En Afrique, c'est essentiellement le SMS ou l'USSD, qui est le langage de l'opérateur, qui fonctionne même avec des petits écrans de téléphone, des petits téléphones. Mais il faut faire attention, parce que le mobile money n'a pas vocation uniquement à faire des transactions simples. Et s'il n'avait vocation à faire que des transactions simples, il y a très très longtemps qu'on l'aurait généralisé. Et ça... En fait, les besoins de l'inclusion financière vont faire émerger de nouveaux services liés au mobile. Et c'est forcément des mobiles intelligents qui sont les smartphones. Et ces nouveaux services vont pouvoir bénéficier à la population. Malheureusement, on est restreint. Quand c'est uniquement basé sur le SMS ou les commandes USSD, on est restreint. On est restreint également sur l'interopérabilité. L'USSD, c'est forcément un seul opérateur. Vous ne pouvez pas faire avec deux opérateurs. Ce n'est pas de la data, mais... C'est pas de la data. Donc, oui. Les solutions en Afrique n'avaient pas intégré la notion d'interopérabilité. Ce sont des solutions qui sont ce qu'on appelle en closed loop, c'est-à-dire que c'est un opérateur entre eux. Les opérateurs en Afrique ont grandi, ce qui fait qu'ils ont capté tout le marché, donc ils ne se sont pas préoccupés de l'interopérabilité. On ne peut pas le faire au Maroc. Au Maroc, on a déjà un passé historique avec les banques, donc on doit être interopérable avec les banques, avec les guichets automatiques de banque. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un j'ai mon argent sur mon mobile, pour le retirer, je dois pouvoir retirer sur un guichet automatique de banque. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Il y a un opérateur qui a fait cette solution, qui est interopérable avec les banques. Très bien. Un opérateur d'établissement de paiement. Les autres ne l'ont pas encore fait. Très bien. Mais nous allons aller vers ces contraintes d'interopérabilité dès le départ au Maroc. Personne n'acceptera de recevoir de l'argent sur son mobile money et ne pas pouvoir retirer son argent à n'importe quel point.
Cela va de soi. Justement, quand on parle d'interopérabilité, est-ce qu'aujourd'hui, si les deux autres opérateurs de la place lancent aussi, parce que c'est imminent également, leur solution de mobile money, est-ce qu'on peut envoyer justement de l'argent d'un opérateur vers un autre? Oui, tout à fait. Justement, c'est pour ça que je voulais dire, moi, peut-être pour clore peut-être ce sujet, c'est que technologiquement, nous sommes prêts au Maroc. Donc, vraiment, l'interopérabilité, elle existe, elle est déjà opérationnelle. Nous sommes prêts et nous avons été le premier pays Afrique, justement, à adopter cette solution. Donc, la technologie, maintenant, elle est prête. La question peut-être qu'on va se poser, c'est pourquoi ça ne décolle pas encore. Mais technologiquement, alors, pourquoi tout le monde... ça ne décolle pas encore, justement? Posons-nous cette question dans Éco-Débat. Alors, déjà, pour répondre à cette question, moi, je dirais quel est notre environnement. Notre environnement, il est vraiment favorable pour ce type de moyens de paiement et pour cette nouvelle technologie. Pourquoi? On a parlé tout à l'heure d'un taux de bancarisation qui est très faible, donc ça veut dire qu'il y a une cible qui est très importante, 70% de la population marocaine est la cible pour ça. Deuxièmement, il y a trop de cash au Maroc qui circule et qui nécessite beaucoup d'argent et des moyens financiers pour le gérer. Dernièrement, on discutait avec un grand directeur dans une grande banque de la place qui nous disait qu'il y avait 100 milliards de dirhams en trop, en cash, en trop, qui ne devraient pas être là. Mais non, mais ces 100 milliards ne sont pas dans la banque. Non, mais dans les banques, c'est du justement. cash. Elles sont dans hors circuit. Ça coûte très cher aux banques, ça coûte très cher à l'État marocain, ça coûte trop cher à l'économie nationale. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que nous avons un taux de mobile, d'introduction de mobile au Maroc qui est très, très élevé. Nous sommes 44 millions, d'après le dernier chiffre de la NRT, à avoir un téléphone mobile. Donc, en fait, tous les ingrédients sont là pour que, justement, ce système puisse se développer très, très rapidement. Maintenant, pourquoi ce n'est pas encore fait? Moi, je dirais deux piliers. Il y en a certainement d'autres. Mais pour moi, il y a deux choses. Premièrement, c'est la couverture nationale. Parce que si on développe ce service, il faut que tout le monde puisse accéder justement à Internet pour un prix pas cher. Quand je dis tout le monde, c'est toute la population marocaine, tous les ruraux, loin, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est qu'il faut développer des services autour. Et des services, quand je dis des services, c'est des services publics. Parce que le seul moyen de forcer l'utilisation au mobile payment, c'est de fournir des services publics moyennant le mobile payment. Je m'explique. Le Maroc a choisi une politique justement une politique d'aide directement à la population. Exact. Toutes ces aides devront passer par le mobile payment. Pour éviter la corruption peut-être? Non, pour gérer justement ça, gérer les aides, parce qu'une aide, ça va arriver directement chez vous, donc il y aura moins d'intermédiaires, il y aura moins de problèmes de gestion, il y aura moins de tentatives de corruption. On va éliminer justement des intermédiaires. Quand on parle, par exemple, de toutes les indemnités, la CNSS, les retraites, tout ce qu'on envoie pour les veuves, pour les familles, pour élever leurs enfants, TISIR, tous ces programmes publics, l'État doit donner l'exemple. Si l'État donne l'exemple et impose le mobile payment pour tous ces services-là, on va avoir un développement multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 10. Mais justement, c'est cette dématérialisation de beaucoup de services publics qui traîne le pas depuis quelques années, sachant que la modernisation de l'administration publique, c'est un chantier qui a été lancé il y a quelques années. Concrètement, les résultats, on ne voit pas vraiment de résultats concrets. Si encore on tarde à même faire des demandes et recevoir dans les temps corrects des documents administratifs de l'administration marocaine, comment on peut justement appeler l'administration à adopter ces versements, sachant que... Je suis désolée de vous contrarier, mais c'est plus facile de payer les gens par le mobile payment que de faire des dématérialisations de process. Parce que là, quand on envoie de l'argent à une veuve, la retraite de son mari, on envoie de l'argent par la poste, elle va à la poste le chercher. Il suffit de l'envoyer sur son mobile. Oui, absolument. C'est tout. Donc, je veux dire, les projets, ils sont beaucoup moins complexes que les projets dont vous parlez de dématérialisation, etc. Regardez pour le timbre postal. Le timbre postal de la Poste, ils l'ont supprimé du jour au lendemain. Je veux dire, ce sont des choses qui sont très, très faciles. Et si l'État... Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que l'État donne l'exemple, d'abord. Après, on va parler des commerçants, parce que ça, c'est un autre volet. Oui, et d'ailleurs, on regrette que on en parlait tout à l'heure, sur le projet de loi de finances, que j'ai lu et relu, il n'y a pas un mot sur ça.
on aurait dû justement, maintenant que nous avons le mobile payment, faire des incitations aux commerçants et autres pour justement utiliser ce mode de paiement, ce qui n'est pas le cas. Justement, c'est ce que je citais dans mon introduction et je faisais allusion justement à ces commerçants et notamment à ce problème qui a suscité, on va dire, la colère de ces petits commerçants, notamment dans la région de Casablanca, et qui justement ne comprenaient pas comment on pouvait leur demander de faire des factures électroniques et de déclarer tous leurs bénéfices ou chiffres d'affaires, sachant que tout est fait à travers du cash finalement. Exactement. Donc comment, effectivement, comme vous l'avez dit, ça tombe à point nommé, notamment en ce qui concerne ces petits commerçants. Je vais vous faire réagir, M. Ziani, par rapport à cette question très importante de cette dématérialisation finalement des paiements et notamment de services de l'administration publique. Après cette courte pause, nous reviendrons au débat juste après. Merci de rester avec nous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-débat que nous consacrons aujourd'hui au mobile money. Juste avant la pause, la présidente de l'APB, ici présente avec nous sur le plateau, évoquait cette question centrale pour justement rattraper le retard enregistré en termes de mobile money au Maroc, cette question de l'implication de l'État, pour donner l'exemple, à adopter cette solution financière qu'est le mobile money pour justement, in fine, plus d'inclusion financière du citoyen, mais aussi pour lutter contre la corruption et l'informel. Je voudrais faire réagir Khalid Ziani. Un point que Mme Qarqari Belkziz a cité est celui du projet de loi de finances actuellement en débat au Parlement. Projet de loi de finances 2020, comme l'a si bien précisé Mme la présidente de l'APB, rien sur le mobile money. Aucune incitation à rien finalement. C'est absolument regrettable. C'est incompréhensible. Logiquement, si on analyse les besoins de l'État à l'heure actuelle, même en termes de politique publique, il est clair que cette partie inclusion financière est au cœur de la politique sociale du gouvernement. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est comment il n'y a pas ce lien dans la tête de nos députés ou de nos politiques entre l'inclusion financière et sociale de ces populations et le moyen idéal pour appliquer ces politiques d'inclusion financière. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir à des solutions empiriques. On va faire un fonds d'aide, on va faire un fonds, mais il ne se pose jamais la question comment distribuer. Le moyen. Comment distribuer ces aides dont Mme Qarqari Belkziz a parlé. Et l'idéal, c'est le téléphone, puisque on sait que chaque personne a un téléphone. Grâce au téléphone, cette personne est connectée, ce qui veut dire qu'elle est reliée à l'ensemble de l'économie. Donc, idéalement, la voie royale, c'est que toutes ces personnes fassent leurs activités économiques et de transactions via leur téléphone. Et activité économique et de transaction ne veut pas dire seulement paiement. Ça veut dire aussi réception des aides. Nous avons un vrai problème de distribution des aides. Même la distribution des aides est inéquitable, puisqu'elle repose sur des connaissances qui passent par des êtres humains qui vous disent « Ah, celui-là, il est pauvre. Ah, celui-là n'est pas pauvre. » C'est complètement incompréhensible. Avoir une relation directe entre le fournisseur de l'aide et celui qui reçoit l'aide est primordial. Et également pour lutter contre les phénomènes de corruption. Les phénomènes de corruption sont liés au fait que vous donnez un pouvoir à quelqu'un de donner une autorisation. Moins vous avez de pouvoir à donner à quelqu'un pour donner une autorisation, plus vous diminuez la corruption. Donc en termes de politique publique, c'est la première des choses auxquelles aurait dû penser le ministère des Finances dans la loi de finances 2020. La réglementation a bien été prise, a bien suivi, nous avons les lois qu'il faut, nous avons les régulateurs qu'il faut, toutes les dispositions technologiques ont été faites, le M-Wallet existe, donc maintenant c'est les incitations à l'adoption massive et généralisée
de ce mode de paiement. Pour cela, il faut absolument que l'État adopte des mesures incitatives qui ont été listées d'ailleurs par les professionnels et malheureusement, ils n'ont pas été retenus comme... Ils ont été considérés comme des dispositions secondaires. Très bien. Donc, je reste, oui. Si vous permettez, sur ce point-là, je reste optimiste en espérant qu'en fait, que la réflexion, en espérant d'abord que ça a été juste un oubli ou un manque de temps de discuter de ce point-là, vu les contraintes, mais en espérant également que ça sera discuté lors du projet de registre social national. C'est juste unique. Unique, parce que dont il a parlé justement, voilà. Comme c'est un projet qui est en cours et qui va nous permettre justement d'identifier toutes les personnes qui auront besoin de ces aides, je pense qu'à ce moment-là, il faut absolument que ce soit accompagné par des mesures pour forcer, en fait, je dis bien forcer, ce canal de moyens de paiement. Nous, on a fait des demandes en tant qu'APB parce qu'en fait, le problème se pose comme il s'est posé il y a quelques années par rapport au commerce électronique, par rapport au paiement, l'achat par les cartes, en fait. Actuellement, déjà, même si le CMI annonce une croissance de plus de 235% sur les 3 dernières années, mais on trouve que, en fait, la cible, je dirais, le potentiel, il est encore beaucoup plus important. Et nous, en tant qu'APB, nous avions fait une étude comparative avec d'autres pays, etc. Et nous avions présenté une mesure concrète à l'ancien directeur général des impôts, qui était d'ailleurs très, très ouvert sur ça. C'était que la suppression, comme ça a été fait aux États-Unis, la suppression de TVA sur tous les paiements par électronique, donc par voie électronique. Et je pense que au niveau des commerçants, quand ils ouvriront ce chantier-là, je pense que c'est un des moyens, justement, d'abord, ça va être d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, de le pousser à utiliser ce moyen de paiement, et également, c'est une traçabilité vis-à-vis des commerçants d'utiliser. Bien sûr, il n'y a pas que ça, on va revenir là-dessus. Je pense qu'il y a un travail de vulgarisation et de sensibilisation. Et là, je félicite Média TV parce qu'effectivement, on a besoin de beaucoup d'émissions et beaucoup de presse autour de ça pour sensibiliser, pour expliquer l'intérêt, en fait, parce que des gens qui ont toujours utilisé le cash toute leur vie, je veux dire, quel est leur intérêt? Et puis en même temps, utiliser aussi la carotte, parce qu'il faut utiliser le bâton, et donc le bâton, c'est en forçant, il faut que le public force des transactions qui ne peuvent pas se faire autrement que par le mobile payment, mais en même temps des carottes avec des encadrements, avec des remises, avec des TVA moins importantes, etc. Et justement, pour inclure les 100 milliards de dirhams que vous avez cités tout à l'heure, qui circulent en cash et justement en noir, comme on l'appelle dans ce secteur de l'informel. Alors, cette question de registre social unique est également qui me rappelle ou qui me renvoie vers cette notion de KYC, Know Your Customer. Est-ce qu'en connaissant mieux ce client, on n'aurait pas justement des informations sur lui que les télécoms même pourraient transmettre aux autorités, à l'État, pour les aider à mieux avoir des catégories de la population, ceux qui sont dans le besoin ou pas. Est-ce que, justement, à travers ce KYC, on peut déterminer, je ne dis pas que c'est une base pour ce registre social unique, Khalid Ziani, mais comment, vu qu'on parle de data maintenant, comment cela pourrait aider pour établir une espèce de profil du customer ou du citoyen, tout simplement? Alors tout à fait, vous avez tout à fait raison. L'avantage d'inclure les transactions monétaires dans la partie électronique fait qu'on peut enrichir la connaissance du client en analysant les flux de transactions qui vont sur son compte. Ce que font déjà les banques. Et elles utilisent d'ailleurs ces données pour mieux servir leurs clients. On pourrait faire exactement la même chose pour les populations qui sont non bancarisées et qui recourraient à ce mode de paiement. Maintenant, faut pas non plus aller trop loin, puisque vous avez la notion de protection des données de la vie privée, et vous avez également un phénomène psychologique qui fait que les gens ont besoin de faire confiance. Et c'est une relation de confiance. Quand on confie son argent à quelqu'un ou à une entité, c'est une relation de confiance. Il ne faut pas qu'on aille trop loin dans cette partie, c'est-à-dire que
dire aux gens qu'on va analyser leur flux sans qu'ils ne donnent leur consentement ou sans qu'ils ne soient informés que leurs flux peuvent être analysés. Tracé. Ça, je pense que ce serait maladroit. Il faut absolument les informer. Et ensuite, il faut établir cette relation de confiance, surtout au départ, au lancement. Donc, je préfère retenir que pour les KYC, il n'y a que les KYC qui justifient l'identité de l'individu. C'est pour la sécurité. Pour la sécurité. Et comme l'identité, on en a besoin ensuite pour le RSU, le registre social unifié, on va pouvoir, pour les organismes qui distribuent les aides à ces populations, croiser entre le RSU et l'identité et distribuer ces aides à la bonne cible. Nous avons un réel problème de distribution de ces aides. À l'heure actuelle, il faut voir exactement comment ça se passe. Oui. Je fais une annonce, comme ça s'est passé à Essaouira, le drame d'Essaouira est le marqueur de ce manque de digitalisation, de distribution des aides. On fait une annonce, nous allons distribuer des paniers avec de l'huile et du sucre, et vous avez des populations très défavorisées qui sont venues en masse en payant des coûts de transport élevés, et il y a eu un piétinement de 15 personnes qui sont mortes. Oui. Ça, il faut se dire plus jamais ça. Il faut adopter maintenant des moyens modernes, numériques, de distribution de ces aides. Très bien. Et pour cibler également les bonnes cibles. Malheureusement, les aides ne vont pas forcément à ceux qui en ont le plus besoin, on le sait. Donc le RSU va permettre de cibler les bonnes cibles. Les aides doivent aller à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, vous avez parlé de confiance et cette notion de sécurité. Est-ce que justement ce KYC, c'est justement pour rétablir la confiance et pour rassurer de la sécurisation de chaque transaction qu'on effectue à travers le mobile money? Justement, je voulais réagir, si vous permettez, par rapport aux deux points, les données et justement la confiance. Par rapport aux données, ce qui est important maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait un open data avec l'ensemble des administrations. Parce que, par exemple, le HCP, il détient quand même des informations essentielles. Et donc, il faut qu'il y ait un partage de données entre les différentes administrations. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui est en cours pour permettre ce partage d'informations entre les différentes administrations, qu'il faut absolument que le Parlement accélère. Le deuxième point, par rapport à la sécurité, en fait, il n'y a pas que la sécurité vis-à-vis des organismes de paiement ou vis-à-vis des banques. Enfin, de confiance, il n'y a pas que vis-à-vis de paiement, c'est une confiance vis-à-vis des impôts aussi. Et ça, c'est un point qui est très important. Parce que, en fait, qui dit moyen de paiement dit mobile paiement dit traçabilité. Donc, il faut que vis-à-vis des impôts, le citoyen il soit tranquille que les impôts ne sont pas là pour justement surveiller ces transactions. Il faut pas que... Parce que ce qui fait le cash actuellement, il y a beaucoup de gens qui détiennent le cash, même des entrepreneurs, Bien en sûr. disant que s'ils sont dans la banque, s'ils ont le moindre problème avec le fisc, il y a ce qu'on appelle les ATDA, le fisc arrive à la banque, et puis il prend tout l'argent que vous avez sur le compte, et puis après il vous dit, bon, ben, vous venez réclamer, on va discuter. Donc ce genre de pratique, ça empêche justement d'aller vers des circuits formels, ça empêche d'être bancarisé, et il ne faut pas que ça empêche justement les gens d'utiliser ce nouveau canal de paiement, c'est important. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux? Avant de revenir à cette question d'échange d'informations, on ne rentre pas dans un cercle vicieux, c'est-à-dire, bon, on appelle à lutter contre l'informel, après, effectivement, il faut payer cette taxe qui se fait comme partout ailleurs. Est-ce que c'est une question, finalement, qui est culturelle? C'est au-delà de la question de la carotte et du bâton. Enfin. Il faut un encadrement, il faut un accompagnement, il faut une vulgarisation. Je veux dire, et tout le monde est concerné, le secteur privé, l'État, les députés, les communes aussi, qui doivent aussi donner l'exemple. Beaucoup de choses passent par les communes, justement, beaucoup de flux passent par la commune. Donc c'est vraiment, je dirais, un mindset de toute la société. Khalid Ziani, est-ce que vous pensez qu'il s'agit sur cette question de partage de données, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une question qui pourrait faire pour mieux justement cibler même cette vulgarisation par rapport au mobile money? Je vais vous donner un exemple qui va vous exactement donner l'image pour les auditeurs et les téléspectateurs sur un exemple quotidien que vivent les Marocains. Madame Khalkhalib Belkziz a cité
le cas de la défiance vis-à-vis du fisc, qui est réel, qui justifie d'ailleurs le fait que les gens aient retiré leur argent de la banque, parce ils ont la hantise de recevoir un ATD sur leur... Je vais vous donner un exemple exactement inverse. Les Marocains donnent de l'argent. La zakat. On prend l'exemple de la zakat. Les gens, je connais quasiment, vous pouvez faire le tour autour, les gens ont une conscience du devoir de partager et de donner. De l'entraide. Ça fait partie de l'ADN des Marocains et de leurs valeurs. Quand on se pose la question, comment on distribue ces aides? Donc, à part les proches autour de soi qu'on connaît et à qui on peut donner, quand vous voulez donner des aides à des inconnus, vous êtes dans cette problématique de non-connaissance de la situation sociale de celui à qui vous donnez. Quand vous croisez quelqu'un au feu rouge qui vous tend la main, vous essayez d'analyser en fonction de son handicap, du fait que c'est une vieille personne ou pas, et vous vous donnez ou vous ne donnez pas, et selon ces faibles informations. Imaginez que vous ayez l'information vérifiée, notamment le registre social unifié va servir à ça, et que vous donniez à un organisme dont la charge est de vérifier que ces personnes ont réellement besoin de cet argent et de les classifier par ordre, eh bien, vous verrez, la générosité des Marocains ira vers cet organisme et qui est totalement indépendant du fisc. Mais est-ce que la générosité des Marocains est-elle comparable au fait de s'acquitter de ces impôts? Tout à fait. Là, il y a deux choses. Deux poids, deux mesures. Après, il y a deux effectivement, choses. Est-ce qu'on va payer ces impôts pour justement bénéficier aussi du service public, comme c'est le cas dans tous les pays du monde, ou effectivement, je préfère donner une aide à quelqu'un qui est dans le besoin, mais l'État, je ne veux pas, déjà l'État prend assez d'argent, enfin, en tout cas c'est connu, c'est commun. Il faut donner toutes les solutions et toutes les alternatives aux citoyens marocains. Quand le citoyen qui a peur, par exemple, de l'ATD sur son compte bancaire, qui va retirer cet argent, pourquoi irait-il le thésauriser dans son coffre? Il a dans sa conscience le fait qu'il doit partager. D'ailleurs, oui. Même, vous verrez, même dans les convictions religieuses, ils doivent partager, l'argent doit tourner. Donc, cette personne va vouloir partager. Donc, il faut que cette envie de contribuer à la vie collective et sociale puisse être canalisée. Et pas forcément par le fisc. Il n'y a pas que le fisc qui distribue. Il y a d'autres moyens de distribuer. C'est l'idée la plus répandue et c'est un peu cliché quand même. Les deux doivent trouver un canal numérique. Le numérique réduit l'espace-temps et permet de connaître la cible et met en relation en direct la cible du donneur. Et donc, cette relation-là est très importante et elle est permise par le mobile money. Alors, est-ce que le mobile banking, justement, va donner un coup de pouce au secteur financier, selon vous? Si oui, comment? Il va donner d'abord un coup de pouce au secteur IT. Je représente la PBI. C'est incroyable le nombre de startups qui se sont développées en Afrique grâce aux services autour de mobile payments. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va, pour moi, booster vraiment ce secteur. C'est important. En ce moment, on dit qu'on est à peu près à 360 000 au Maroc, compte mobile. C'est très peu. Je pense que ce chiffre peut être multiplié par 2 chaque année, quoi. Je veux dire, si on fait le nécessaire. Et donc, ça va participer justement à réduire les inégalités et à inclure une population importante marocaine dans le système financier. Donc, même les banques, ils ne considèrent pas, contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne considèrent pas ceci comme étant, ces organismes de paiement comme étant concurrents directs aux banques, parce que ce n'est pas du tout la même cible, et toutes les banques ont développé justement un service mobile payment qui est géré ailleurs que par rapport aux services financiers classiques. Ce n'est pas que les télécoms. Alors, quels sont les champs d'action justement qui concernent ces services, Khalid Ziani, autour du mobile payment? Alors, les champs d'action vont tourner autour des services. Le mobile étant intelligent, il va permettre
de développer des services à la personne qui sont beaucoup plus élevés que les services existants à l'heure actuelle. Et vous allez avoir des influences. Alors, déjà, sur la partie paiement, vous allez avoir tous les paiements de factures qui vont être totalement digitalisés. Donc, les paiements de eau, électricité, télécom, toute la population va pouvoir payer par son téléphone ces factures. Vous allez avoir les distributions de services, les aides, les prestations, les assurances vont pouvoir transiter via ce canal. Le microcrédit, c'est important. Et après, vous allez avoir d'autres services qui, eux, in fine, dans leur process, ont une prestation de paiement. Donc d'autres services, je peux vous donner le transport, par exemple. Vous pouvez réserver votre taxi ou votre bus ou votre car directement de votre téléphone. Et à la fin, vous pouvez le payer. Donc le mobile payment sera la fin d'un processus métier pour le transport, pour l'énergie, pour l'environnement, pour les inscriptions. On dispose déjà de tous ces services dans des applications bancaires. Oui, mais très, très faiblement et limité au paiement. Limité au paiement de factures. Je vous donne un exemple, par exemple, le paiement des factures eau et électricité. Oui. À l'heure actuelle, vous ne faites que payer le montant de votre facture avec ces solutions-là actuelles. Nous allons, grâce au mobile, rentrer dans des solutions où vous allez faire votre auto-relève, c'est-à-dire la relève de votre compteur qu'une personne vient, prend, on va pouvoir la réduire et réduire la fréquence. Vous allez vous-même faire l'auto-relève. Vous allez, faire l'auto-relève a des conséquences sur la vitesse de facturation par les opérateurs d'eau et d'électricité. Vous allez payer d'ailleurs la vraie facture de consommation. Vous allez bénéficier d'alertes, pas de surconsommation. Tous ces services-là vont pouvoir être déclinés métier par métier, alors que jusqu'à présent, en fait, les banques ou le système de paiement des grands facturiers ne propose que le paiement. Et en fait, on va pouvoir remonter en amont sur les services et dépendant du métier de chacun. On va soulager les opérateurs eau et électricité, par exemple, sur la partie relève. Encore une fois, vous avez parlé justement, vous dites, tous ces services-là, on peut les faire à travers les banques. Oui. Je rappelle encore qu'il y a 2 tiers qui ne sont pas bancarisés. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et c'est la cible justement de ce nouveau canal de paiement. Voilà. Alors, sommes-nous en train de nous diriger vers une société cashless? Concrètement, Salwa Kharkharib? On le souhaite de tout cœur. Franchement, on le souhaite. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, technologiquement, nous sommes prêts. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vraiment l'État se donne des objectifs, mais chiffrés. Si nous sommes à 360 000, qu'est-ce qu'on vise d'ici 2024, par exemple? Qu'est-ce qu'on vise d'ici 2023? Et puis, à côté de ça, mettre tous les moyens et impliquer toutes les administrations publiques, comme j'ai dit, d'abord doivent donner l'exemple, c'est très, très important. Et puis, deuxièmement, avoir tout un plan d'action vis-à-vis des 100 000 petits commerçants qui existent au Maroc pour les accompagner vers cette transformation, justement. Et je pense que ça va nous faire gagner des points au niveau du PIB, c'est très, très important. Et ça va, en fait, surtout, je dirais, réduire les disparités. Et je pense que dans le nouveau modèle économique que Sa Majesté a appelé de tous ses voeux, c'est vraiment des moyens, justement, d'inclusion de toute la population. Khalid Ziani, un dernier mot. Alors, moi, je pense que nous devons appuyer les politiques publiques pour généraliser cette expérience de mobile payment à toute la population. Donc il faut mettre l'accent là-dessus. D'autres pays l'ont fait. La Turquie, par exemple, en 10 ans, a réduit de moitié son cash, uniquement en adoptant 2 mesures de loi. 1, obliger les commerçants à s'équiper de moyens d'acquisition de paiement électronique. Donc tous les commerçants, si vous allez en Turquie, ont forcément un TPE pour accepter la monnaie électronique. Et ils ont mis cette monnaie électronique en premier. C'est-à-dire que c'est une obligation pour le commerçant d'accepter d'abord la monnaie électronique et ensuite le cash. Et la deuxième solution qui a été prise, c'est d'équiper, d'inciter
la population a adopté cette nouvelle forme de paiement en réduisant les coûts au maximum et en subventionnant parfois même les opérateurs d'établissements de paiement pour certaines cibles de population. Et en Turquie, quasiment la quasi-totalité des Turcs payent en monnaie électronique. Donc il faut qu'on arrive à faire la même chose. Nous n'avons rien à envier à la Turquie, nous sommes capables de faire la même chose. En 10 ans, l'objectif c'est en 10 ans, on réduit de moitié le cash. Il y a 400 milliards de cash au Maroc qui tournent. Il faut qu'on réduise de moitié. On est loin des 100 milliards, parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres. En trop. Il y a 400 milliards de cash. Nous sommes à plus de 99% des transactions en cash. Donc il faut réduire. C'est vital pour l'économie marocaine. Donc nous devons adopter ces mesures. Et c'est du courage politique. Nous avons 10 ans pour réduire de moitié la circulation de cash. L'infrastructure étant bien installée. Peut-être un dernier mot, Salwa. Oui, je voulais justement rajouter que le dernier point qui est très important, c'est continuer donc, la libéralisation des télécoms et la couverture nationale à des prix accessibles à tous les citoyens marocains. Merci beaucoup, Madame Kharkhlé Belkhaziz et Monsieur Ziani, d'avoir accepté l'invitation d'Éco-Débat et de nous avoir éclairé sur cette question et cette problématique de l'élargissement de ce mobile money parmi la population marocaine. Merci à tous de nous avoir suivis et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.